C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'Une tasse de tech, la balado techno, de référence au Québec, parce qu'on est clairement la meilleure balado, il n'y a aucun doute là-dessus. Alain McKenna ici avec mon ami Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Alain McKenna. Écoute, épisode chargé cette semaine, mais avant de commencer, j'aimerais ça que tu nous présentes nos commanditaires. On va saluer nos partenaires pour cette saison, Microsoft et TELUS, deux gros joueurs qui permettent la diffusion de ce balado. Cette balado, il faut s'entendre sur le masculin ou le féminin ici. Et si vous aimez le café, vous aimerez la Jura E8. C'est une tasse de tech, c'est une tasse de café faite avec le Jura E8, une machine à café entièrement automatique qui transforme le café en grains ou moulu en boisson caféiné ou pas de votre choix. C'est une machine à café superbe avec un affichage avec écran pour le choix des boissons, un ajustement précis des quantités de lait, d'eau et de café, un filtre intelligent pour éviter l'accumulation de tartre dans ta machine, le nettoyage du dispositif pour mousser le lait parfaitement avec des enzymes pour que ce soit propre et on peut avoir énormément de plaisir là-dessus. Si on va dans la salle de montre de Edica, le distributeur au Canada, au Québec, c'est comme une salle de montre fantastique, comme un stand de Formule 1. La Jura E8, si vous aimez le café, vous allez l'aimer. Ouais, moi je lance un appel à tous. Je suis à nouveau à la recherche d'un lait de soya de remplacement, en fait, édition barista qui peut faire la job pour un bon latte. J'ai comme un peu perdu l'intérêt envers ce que j'avais avant comme lait de soya, qui était un petit peu trop céréaleux. Le lait de vache, là. Il y a quelque chose de bien bon là-dedans. C'est sûr que c'est ça à quoi on pense, parce que c'est ça avec quoi ça a un peu commencé, toute cette histoire de café, effectivement. Mais bon, que voulez-vous? Aujourd'hui, on va parler de métavers. Oui. Et d'ailleurs, on se parle, toi et moi, on est dans la même pièce et on se voit dans Zoom aussi. Alors, on fait de la réalité mixte, littéralement, effectivement. Ceux qui nous regardent, c'est un peu particulier parce que je te vois à 2 mètres de moi et je dois regarder de temps en temps l'objectif de ma webcam qui n'est pas idéal. C'est une webcam d'ordinateur portable. On a parlé des caméras Mevo que j'utilise d'habitude pour faire la vidéo par rapport à cette balado-là et on en a parlé il y a quelques épisodes. Vous pouvez aller voir dans nos archives, soit sur le site du 98.5, 98.5fm.ca/balado, ou évidemment sur les autres plateformes de balado, Apple, Google, Spotify, Deezer, que je ne peux taire. Deezer. Bref, en tout cas, ça pour dire, on est présent sur ces plateformes-là et les caméras en question me posent problème. Aujourd'hui, elles ont décidé qu'elles n'aimaient pas le Wi-Fi du bureau, donc on va... du studio. Moi, je ferai une mise à jour là-dessus. On va travailler là-dessus, on vous revient avec une solution vidéo, mais c'est toujours mieux de nous écouter en stéréo en mode... Parce que balado, n'est-ce pas? On peut se balader et écouter ça sans que ce soit un problème. Ouais, parlant de métavers, là, désormais, on vit dans le futur si on se fie à Mark Zuckerberg. Oui, il a décidé que ses collègues de travail s'appelaient des métamates. Des métamates, ce qui est comme un méta-ami. Un méta-ami. Ouf. Oh! Mais ça se traduit pas Alain, super bien, là. C'est live comme ça, métami. Un métami. Oh, j'aime ça. Ou un métamain ici, et là, ça peut juste mal finir. Ouais, parce qu'il a changé la mission d'entreprise de Meta, en fait, de Facebook. Il a intégré le métavers, évidemment, Meta tout court, le MetaMate, qui est l'ami Meta, l'ami virtuel, et le Me tout court, M-E, moi. Donc, le je me moi, là, ça ferait une toute nouvelle tangente. Non, son vrai moi, son moi virtuel, son moi collègue de travail, son ami virtuel versus son ami réel en personne. Ouais. Un ami mixte. Quand on a un ami en virtuel et en personne, c'est un ami mixte. C'est encore plus mêlant. Un ami mixte. Aïe. Écoute, on va tout de suite aller aux actualités. J'en profite pour rappeler à nos auditeurs que l'actualité techno de la semaine est présentée par l'infolette quotidienne InfoBref. Toute l'actualité de la journée sans flafla directement dans votre boîte de courriel 2 fois par jour, infobref.com. Évidemment, on invente des nouveaux mots parce qu'on invente des nouveaux environnements, mais on change aussi la façon dont on nomme les choses qui existent déjà. Et je pense surtout aux sites web qui peuvent désormais... Ils intègrent les emojis? Comment ça fonctionne? Écoute, c'est fantastique. Quand j'ai vu la nouvelle sur le navigateur web Opera, on peut maintenant taper une adresse web simplement avec des emojis. Alors, ça vient mêlant. Là, c'est très particulier parce qu'on se souvient, il n'y a pas si longtemps, on devait énumérer les adresses web HTTP... S2./ ouais, comment on tape ça? Comment, c'est quoi déjà? .com, comment? P-C-O-M. Avec le point, écoute, c'était compliqué de donner une adresse web. Maintenant, je peux te donner ma nouvelle adresse que tu peux taper directement dans Opera avec cochon, bonhomme masqué,
pouce en l'air, point d'exclamation. Avec ces 4 émojis-là, si tu l'entres dans ta barre d'adresse, tu vas te connecter à mon site web sur Opera. Sinon, tu peux ajouter y.at avant, barre oblique, le cochon, le bonhomme avec le masque, le pouce en l'air et le signe d'exclamation. Là, tu es en train de me dire, et là, on parle de ton site web à toi que tu utilises mon site web avec 4 emojis. Et ça, c'est purement dans Opera. C'est dans Opera et c'est avec un service qui s'appelle YAT, y.at. Et il faut, imagine-toi donc, acheter le droit d'utiliser, le privilège d'utiliser cette combinaison. Là, j'ai trouvé ça très, très drôle parce que je me suis dit, je veux le cochon. Je veux le cochon. Évidemment, il était déjà acheté. Non, écoute, il n'était pas déjà acheté. On m'a dit, faites une enchère. On commence à 200 000 $. J'ai fait, on va peut-être mettre 2 émojis. Ouf. 2 émojis, ça commençait aux alentours de 50 000 $. Et 3 émojis, ça commençait à être plus raisonnable selon le facteur de wow de sa combinaison. Parce qu'il y a des combinaisons d'émojis qui peuvent faire des expressions bien connues. Les 3 petits cochons, par exemple. Alors moi, j'ai tout de suite cherché cochon, cochon, cochon. Ah oui. Ça coûte plus cher. C'était cher aussi parce que ça avait un bon son. Alors, c'est pour ça que, étant pingre, j'ai décidé de prendre cette combinaison de 4 bonhommes. On peut en avoir jusqu'à 5. Et ça m'a coûté un gros 6 $. Ah, OK. Bon, il y a moyen de faire ça abordable. Encore une fois, qui va taper mon adresse avec cochon, bonhomme masqué, pouce en l'air, point d'exclamation. Là, tu l'as retenu. Je le lis, en fait. Je triche parce que je me rappellerai jamais. J'ai fait un billet là-dessus sur mon site web. D'ailleurs, l'article s'appelle « Cochon, bonhomme masqué, pouce en l'air, point d'exclamation ». J'espère que c'est assez mystérieux, cryptique, pour que les gens se battent pour cliquer là-dessus. C'est moins compliqué que les NFT, en tout cas, mais ça semble tout aussi voué à faire du cash. Écoute, tu as dit le mot magique. Évidemment, on peut se procurer certaines combinaisons plus coûteuses, entre autres les symboles uniques, sous forme de NFT. Ah, pourquoi pas? Voilà, tant qu'à faire une passe d'argent. Je vais aller acheter le drapeau du Canada de ce pas. C'est particulier. Aïe. Et toi, tu voulais parler du projet Sandbox, oui, une bonne nouvelle? Écoute, ça se resserre dans la mobilité informatique. On le sait, Apple l'a annoncé, écoute, c'était au début de l'été dernier, ça fait presque 1 an, son intention de limiter le partage de données sur les produits mobiles d'Apple, l'iPhone et l'iPad. Ça a été mis en place l'automne dernier. 3 mois plus tard, conséquence, Facebook dit avoir perdu 10 milliards de dollars parce que justement, on limite l'accès aux données qui permettent de cibler avec la publicité en ligne les utilisateurs de ces appareils-là. Google, un peu en reste, a décidé de faire la même chose et ce projet-là s'appelle le Project Sandbox, donc le projet carré de sable, qui vise, et là, il n'y a pas d'échéance, mais éventuellement à fournir aux propriétaires d'un téléphone Android le même contrôle sur le partage de données qu'ils créent ou qu'ils possèdent sur leur téléphone, donc, auprès des applications et des régies publicitaires qui sont évidemment présentes sur leur appareil. Un peu dans le même principe que ce que fait Apple, mais Google le dit tout de suite parce qu'évidemment, Google, son modèle d'affaires, c'est aussi de la vente publicitaire ciblée. Ils disent que ça n'aura pas le même impact. Pardon, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? J'aimerais savoir c'est quoi le plan avec le projet Sandbox. Quand Google t'écoute, c'est inquiétant. On en a la preuve. Google promet que ces mesures vont être très intéressantes et utilisables, en fait, pour le commun des mortels, mais que ça ne va pas impacter la façon dont les entreprises font de la publicité. J'ai hâte de voir comment ils vont arriver à jumeler 2 choses qui m'apparaissent tout à fait opposées comme celle-là. Ça va être à suivre. On ne sait pas exactement quand ça va arriver. Évidemment, Google a déjà abandonné les cookies, les fameux fichiers témoins plus ou moins visibles, qui sont cachés quelque part, mais qui sont liés au navigateur des appareils connectés à Internet. Ça avait fait... évidemment, les gens dans le secteur de la publicité n'étaient pas contents. Alors, c'est une autre tuile qui s'abat sur ce modèle-là. Moi, ce que je vois à l'horizon, c'est que le modèle publicitaire qui finance le web depuis 20 ans est en train de disparaître. On vient de plus en plus vers un modèle par abonnement. Et on ouvre une autre... C'est une boîte de Pandore. On ouvre un autre paquet de troubles parce qu'on demande aux gens de payer directement pour tout et un paquet d'affaires et on n'est pas toujours au courant de comment ça fonctionne, les abonnements. Et c'est sûr qu'on s'en va vers une autre situation où il va y avoir de l'abus et de la fraude, encore une fois. Oui, je prédis l'apparition de bouquets. Comme on l'a fait avec le câble, comme on l'a fait. Si tu veux t'abonner au site du New York Times, tu vas avoir en bonus, si tu t'abonnes à tel site, tu vas avoir, puis là, ensuite, tu vas être pris à t'abonner. Pour simplifier l'usage des gens, tu vas être pris dans un bouquet de sites web. Ouais.
Un peu comme le fait Apple avec ses nombreux services par abonnement. Exactement. Et on le fait avec la téléphonie, l'Internet à la maison, avec les fournisseurs Là, une canadiens. fois Donc, que tu es pris dans un bouquet, tu n'as pas intérêt à explorer les options des autres fournisseurs et ça devient triste pour la grande liberté. universalité du web c'est plutôt... est mise à mal, ou en tout cas est menacée. Bref, ça va être intéressant de suivre comment Google va implanter ça. On sait déjà que ça marche fort du côté d'Apple, que les gens apprécient et que ça a un effet direct sur le marché publicitaire. Parlant d'applications mobiles, tu as essayé d'installer des applications Android sur ton appareil Windows? J'ai essayé ça et j'avoue que ça m'a pris un peu plus de temps que je pensais parce que j'ai vu l'annonce comme quoi c'était annoncé depuis un petit bout de temps qu'on allait pouvoir installer des applications, les faire rouler, des applications Android directement dans son ordinateur Windows. On a annoncé que c'était possible maintenant. Je me suis rendu compte que c'était pas si simple. Il faut d'abord mettre à jour son ordinateur, évidemment, Windows. Il faut, de la boutique Microsoft, mettre à jour sa boutique Microsoft. Honnêtement, je ne savais pas qu'on pouvait le faire de façon indépendante. Je ne le savais pas et j'ai découvert que quelques-unes de mes applications n'avaient pas été mises à jour. Donc, c'est une bonne chose. Ensuite, il faut installer la boutique d'applications d'Amazon et pas celle de Google. Oui, parce que c'est vrai, ils ont ça, Amazon. C'est étonnant, mais c'est effectivement un moyen de contourner certaines limites du Play Store. Exactement. Amazon a une boutique d'applications qu'on oublie trop souvent, d'applications Android, évidemment, qui offre un bon niveau de protection, de sécurité, d'applications douteuses qui sont filtrées par Amazon. Donc, on n'a pas accès à toutes les applications et c'est une version seulement bêta. J'ai tout mis à jour. J'ai un ordinateur AMD, j'ai un ordinateur Intel. J'ai essayé. Il semble que ça fonctionne pour ces processeurs-là. En ce moment, ça va être offert à plus de processeurs. Il ne doit pas en rester beaucoup à part AMD et Intel. À un moment donné, ben oui. C'est les autres... c'est les... Le nom, je l'ai depuis ce matin, sur le bout de la langue, le 3e type de processeur. Écoute, j'ai pas trouvé, donc je vais le faire, je vais le refaire. Une des possibilités qui est intéressante, une fois que c'est fait, il faut installer des sous-systèmes dans son Windows pour rouler Android. Donc, c'est pas très compliqué. Ils vont nous dire, « Hey, t'as pas les sous-systèmes. » Une chose qui est le fun, c'est qu'on pourrait, une fois qu'on a installé ces sous-systèmes-là, sideloader des fichiers d'application Android, des fichiers APK, pour ceux qui sont un petit peu familiers. Évidemment, on n'a aucune assurance que ça va bien fonctionner. Encore faut-il trouver une bonne source, une source fiable. Et c'est ça. Et c'est pour ça, non seulement il faut un bon fichier APK, mais aussi que ça fonctionne. Et puis, j'imagine que dans la boutique Amazon pour Windows, on va faire un petit ménage, s'assurer que ça fonctionne un minimum, les applications Android dans Microsoft. Si ça fonctionne, dites-le moi. Écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Vous savez maintenant l'adresse de mon site web, le cochon, bonhomme masqué. Pas encore. N'hésitez pas. Puis toi, tu voulais parler du CRTC qui refuse la demande de récusation ou de démission de son président. Ça, c'est assez particulier, je pense. C'est un dossier un petit peu complexe et un petit peu sérieux, mais dont important pour l'internaute canadien moyen. On le sait, le CRTC a revu à la hausse les tarifs de gros, en fait, que les grands fournisseurs nationaux utilisent pour facturer la bande passante qu'utilisent les fournisseurs de services Internet régionaux pour, évidemment, vendre des services à rabais aux consommateurs. Ça allait bien jusqu'à ce que, justement, ils revoient ces tarifs-là à la hausse. Là, à partir de ce moment-là, il y a des fournisseurs, évidemment, régionaux et indépendants qui n'ont pas les finances assez solides pour assumer cette hausse de coûts-là, qui ont revu à la hausse leurs propres tarifs, les prix qu'ils facturent aux Canadiens. Il y en a au moins un qui a fermé ses portes à cause de cette hausse de tarifs-là il y a quelques semaines en Ontario. Ça s'appelle Go Rogue Internet. Et là, il y a un regroupement de fournisseurs indépendants qui a fait une demande formelle au début février au CRTC. Une application de demande qui, normalement, dans le processus du CRTC, est acceptée par le CRTC et partagée par le CRTC pour des commentaires, pour recevoir les commentaires du public. Et cette demande-là demandait de voir s'il y avait la possibilité de faire démissionner le président du CRTC, Ian Scott, ou au moins qu'il se récuse, c'est-à-dire qu'il se retire des dossiers dans lesquels il est en apparence de conflit d'intérêts. Parce que M. Scott est un ancien vice-président de TELUS. Et c'est aussi quelqu'un qui s'est avoué en faveur de favoriser, c'est un petit peu redondant, mais d'encourager, disons, les plus grands fournisseurs par rapport aux plus petits, dans un contexte où il aime les entreprises qui sont propriétaires de l'infrastructure, parce que selon lui, l'enjeu se joue là. Parce qu'il y a beaucoup d'investissements avec la 5G et tout le reste qui s'en vient. Donc, M. Scott a été pris en flagrant délit de prendre un café avec le PDG de Bell sans personne autour pour superviser, surveiller ou être au moins témoin de la conversation. Cette rencontre-là a été inscrite par la suite au registre des lobbyistes, mais le protocole du CRTC exige qu'il y ait au moins un témoin quand ce genre de choses-là arrive. Il n'y en avait pas. C'est un minimum. Bref, apparence, même si on peut présumer qu'il n'y en a pas de conflit d'intérêt, donc le regroupement a dit... nous, on aimerait ça, au moins qu'il se retire, parce que là, clairement, on est lésé quand il s'implique dans ce genre de dossier-là, en apparence.
tout ça est une question d'apparence, évidemment, parce que c'est très politique. Hier, ou en fait, plus tôt cette semaine, le CRTC a dit non, on refuse cette demande, on ne l'examinera pas, on ne la partagera pas parce que, en fait, la seule personne qui peut décider si elle est en conflit d'intérêts au sein du CRTC est la personne impliquée. Il laisse aux gens, aux commissaires, aux gens du CRTC prendre la seule décision sur eux-mêmes s'ils s'estiment eux-mêmes en conflit d'intérêts, ce qui est un peu bizarre quand tu y penses. Mais semble-t-il qu'au niveau judiciaire au Canada, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les juges dans les cours canadiennes ont cette même directive. Voyons donc. Alors, dossier plus ou moins clos, là, au niveau du regroupement en question des fournisseurs, ce qu'on dit, c'est que, bon, faut s'attendre à d'autres fermetures d'entreprises parce qu'évidemment, au niveau financier, c'est pas tout le monde qui a les moyens de le faire. Oui. Ou au moins à des rachats. Donc, ça va consolider un peu ce secteur-là, ce qui va à l'encontre de la volonté du gouvernement annoncée depuis longtemps de favoriser la concurrence et l'accroissement de la compétition. C'est ça, on veut pas qu'il y ait de concentration. Donc, c'est un peu contradictoire. Et ce qui peut... C'est sûr que, longue histoire courte, le service Internet au Canada ne va pas coûter moins cher dans les prochains mois à cause de ce resserrement. On en parle du côté du sans-fil. Il y a des forfaits qui coûtent moins cher pour plein de raisons, mais c'est généralement les forfaits que les gens laissent et abandonnent pour des forfaits plus généreux et plus coûteux. Donc, avec la pandémie, la consommation d'Internet n'a pas diminué. Hein? C'est une nouvelle difficile. Là. C'est une situation où vraiment... il y a des arguments des deux côtés qui se valent, mais longue histoire courte, le consommateur semble être laissé pour compte, encore une fois, dans un contexte où, on le sait, ça coûte cher les télécoms au Canada, et c'est donc un petit peu navrant de ce point de vue-là. Bref, on va vous redonner le sourire dans un prochain instant, parce qu'on vient de finir notre segment actualité. On prend une très courte pause et on revient avec le Fonds des médias du Canada. On parle de métavers et on en parle de façon très concrète. Et pourquoi c'est important d'en parler maintenant? Dans un instant, restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. De retour à Une tasse de tech édition, je veux dire de la mi-février, parce qu'on est quand même une hebdomadaire. Un petit peu dépassé mi-février. Ouais, la deuxième portion de la moitié. Mon Dieu, ça peut être long, cette conversation. La deuxième portion de la moitié. Alain, l'entrevue de la semaine d'Une tasse de tech est présentée par GoDaddy, godaddy.ca, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour son entreprise. Vous avez besoin d'un site web, vous voulez un site web, godaddy.ca. Visitez-les, ce sont nos partenaires. Merci à eux. Exact. Il s'est passé une grosse nouvelle dans l'actualité des nouveaux médias et des vieux médias aussi. En fait, au Canada, cette semaine, c'était la publication par le Fonds des médias du Canada de son rapport sur les tendances à surveiller en 2022. On est quand même aux 2/3 de février. C'est correct, ça? Mais il reste quand même encore beaucoup de 2022. C'est ça que je voulais dire. Et il y a des tendances super intéressantes qui sont soulevées par le Fonds des médias. Donc, et pour en parler, on a la directrice de la veille stratégique du Fonds, Mme Catherine Mathis. Mme Mathis, bonjour. Bonjour. Merci de l'invitation. Que je vais ci-devant appeler Catherine parce qu'on se connaît quand même depuis un petit bout de temps. Là, donc, on a une certaine familiarité. Écoute, on parle beaucoup de tendances, dans les tendances du métavers, le fameux environnement de réalité virtuelle que tente de monopoliser Facebook, maintenant connu sous le nom de Meta, de Mark Zuckerberg. Et le métavers est aussi quelque chose qui revient assez régulièrement dans votre rapport. Ma question est un petit peu pernicieuse dans le sens où je connais déjà la réponse et j'ai une question déjà dans ma tête pour après, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu tôt pour parler de métavers dans les médias, dans les nouveaux médias au Canada en ce moment? Il n'est jamais trop tôt pour parler des développements technologiques en cours. Là. Il faut toujours s'intéresser à ces choses-là. Et je commencerai par te reprendre, Alain. On dit plus ça, des vieux médias puis des nouveaux médias. C'est plus de même qu'on parle, qu'on utilise ces dénominations-là, tout simplement parce que tout ça est en évolution constante. Pascal est crampé. Je suis désolée de commencer comme ça, mais je trouve que c'est important de regarder ça moins par silo et un peu plus dans une évolution un peu plus constante. Donc, il n'y a pas les anciens et les nouveaux, il y a des technologies qui évoluent. Et parmi ces technologies qui évoluent, il y a le métavers. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on est arrivé? Est-ce que tout est en place? Est-ce que la technologie est prête? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas en parler, qu'il ne faut pas s'y préparer? Bien sûr que non. Je pense que tout ça demeure excessivement intéressant. Et puis bon, tu lançais la boutade, on est à la mi-février et on lance un rapport sur les tendances 2022. C'est justement pas ce qu'on a voulu faire cette année. Bien sûr qu'on prend la mesure de ce qui s'est passé dans la dernière année, dans la dernière année calendrier, mais on veut se projeter.
On veut essayer de voir beaucoup plus loin. Ce qui manque un petit peu à cette industrie de l'audiovisuel en ce moment, c'est une perspective d'avenir. Alors, ça serait difficile de faire ça sans parler de métavers. Oui. C'est vrai, vous faites dans le rapport, parce que je l'ai lu évidemment, il y a des projections en 10 ans, en 2032, disons, effectivement, on voit comment les environnements mixtes qui mixent justement la réalité, que ce soit virtuelle ou augmentée, à la réalité concrète de tous les jours, effectivement, sont plus courantes quand on imagine en 2030. Et on voit du côté des technos, tu sais, les Apple, les Facebook, même Google, qu'on entend peut-être un petit peu moins parler, et Microsoft, qui sont très actifs pour pousser leurs lunettes, leurs casques, appelez ça comme vous voulez, de réalité virtuelle et augmentée. Apple, avec les réalités augmentées sur ses iPads depuis des années, essaie de pousser ces environnements-là. On sent... Tu sais, on dit toujours, c'est une image qui est très évocatrice, si on veut qu'une fleur pousse, c'est pas une bonne idée de tirer dessus, il faut la laisser vraiment pousser comme par elle-même. Ça, Alain. Et C'est d'une poésie aujourd'hui. Ma balado, après, c'est une balado de poète, peut-être, je sais pas. Voilà. Mais l'image voulant que... Est-ce qu'ils sont pas en train de justement, à force de tirer sur la fleur, d'arracher complètement la plante en ce moment, ou est-ce que vraiment, on sent qu'éventuellement, le public va adopter cette nouvelle forme, dans le fond, d'interagir, là, qui est très virtuelle? Ben, c'est deux choses très différentes. Les investissements que font les géants de la technologie, c'est une chose. Ça, j'appellerais ça peut-être l'engrais dans ton image, là. Et non, mais je sais pas, je suis pas le pouce vert, hein, mais bon, disons, mettons que ça pourrait être une image. Et puis, le reste, l'adoption, ben, effectivement, c'est qu'il va falloir plus qu'une fleur pour attirer l'attention, tu sais. On aime ça, aller à Ottawa, là, puis regarder les champs de tulipes, là, parce que l'effet de toutes ces fleurs-là est très beau. Non, mais je continue. Hein? Mais c'est correct. Non, mais ça va prendre un bouquet, finalement. Là. Pas seulement une fleur, mais ça va prendre un bouquet. Ça va prendre un bouquet. Effectivement, le taux d'adoption, par exemple, si on prend les casques de réalité virtuelle, est relativement faible. On parle d'à peu près 5 c'est très peu. C'est sûr que c'est très difficile d'évoquer le métavers, c'est très difficile d'évoquer même la réalité mixte si on n'en a pas fait l'expérience. C'est pas quelque chose qui ressemble à notre expérience habituelle de produits numériques 2D. Alors, il y a cette... Puis là, évidemment, la pandémie ne nous a pas aidés. Parce que le point d'accès que le grand public avait pendant ces quelques années où les casques de réalité virtuelle ont été rendus disponibles, c'était les musées, c'était les espaces communs où on rendait disponibles certains casques pour faire l'expérience. Évidemment, avec la COVID, on a eu un net recul par rapport à ce type d'expérience-là. Alors, c'est certain qu'il va falloir trouver une manière... c'est bien les investissements, mais ensuite une manière pour que le grand public ait accès à tout ça. Donc là, votre réponse est aussi bonne que la mienne. Oui. Puis entre les deux, évidemment, il y a les producteurs ou les créateurs de contenu qui veulent offrir du contenu aux gens pour attirer le public. Le fameux killer app, hein, on en parlait, c'est une expression qu'on utilise, évidemment, qui n'a pas été francisée parce qu'on n'en parlait pas vraiment ici, mais c'était le Angry Birds du iPhone. Oui, l'incontournable, la chose qui donne envie. Qui attire le grand public. Moi, je lisais cette semaine que McDonald's avait fait beaucoup d'incursions dans le métavers pour de la nourriture virtuelle, pour commander virtuellement dans un McDonald's virtuel. Je me dis, moi, personnellement, ça m'interpelle pas, disons ça poliment comme ça, mais est-ce qu'à un moment donné, une boutique que j'aime bien va me donner envie de commander virtuellement dans l'univers métavers plutôt que de simplement ouvrir une app. Un McDo dans le métavers, c'est bon pour la ligne. Hein? Donc, c'est ça. moins ça de gagner. Mais on reçoit de la nourriture réelle. Ce que je comprends, c'est que le concept est lié avec la réception d'une commande d'un vrai livreur de McDonald's qui va sonner à ta porte dans les minutes qui suivent. Ah bon? Donc, c'est peut-être pas une façon si santé que ça, c'est ça. Donc, on ne quitte pas le métavers. On reste dans le métavers, mais on reçoit... Est-ce qu'on accueille le livreur avec les lunettes de réalité virtuelle? Là, je ne sais pas. Est-ce qu'on mange... On se cogne dans le mur parce qu'on a oublié de les enlever. Est-ce qu'on mange avec son casque de réalité virtuelle pour avoir l'impression d'être dans un McDonald's? On sait qu'un Big Mac en photo est pas mal plus beau qu'un vrai Big Mac. Donc, c'est sûr que pour eux, c'est le meilleur moyen de prolonger l'illusion que c'est des beaux hamburgers. Ça, il n'y a aucun doute. Mais là, par contre, Pascal, je trouve que tu touches à quelque chose d'extrêmement important.
et qui va peut-être favoriser une certaine adoption du métavers éventuellement, c'est cette espèce de porosité entre le physique et le virtuel, parce que c'est ça qui va rendre les choses intéressantes. Mais ça fait des années qu'on en entend parler, ça, notamment dans le jeu vidéo. Alain, tu le sais très, très certainement, qu'il y a eu des essais pour que, par exemple, des points ou des faits gagnés dans un jeu puissent se transposer dans une certaine réalité. Donc, c'est pas normalisé, ça encore. Mais est-ce que c'est ça qui ferait en sorte qu'on puisse avoir une certaine adoption, peut-être? Moi, quand on parle de physique et de virtuel, je pense, puis il faut que je le dise, ce qui me vient en tête immédiatement, c'est la pornographie, qui a été le moteur dans beaucoup d'adoptions de formats vidéo, de transmission, de diffusion. La crypto-monnaie. Le développement du web est intimement lié. Est-ce que le métavers la porte d'entrée du métavers va être les sites pour adultes, disons-le comme ça, puis par la suite, ça va démocratiser le prix des produits, ça va les rendre plus accessibles, ça va stimuler. Ouais. On dit qu'on va chez McDonald's, mais on va peut-être faire autre chose dans le métavers. On va faire plein de choses dans le métavers, c'est certain. Puis, et un des problèmes, et c'est un problème, parce que là, on parle de métavers, mais je pense que ça illustre un problème plus général, surtout au Québec, c'est que pour l'instant, on va pas tant dans le métavers qu'on va dans le metaverse, en fait. C'est qu'on va dans des plateformes, et c'est la même chose avec TikTok, et ça va chercher cette espèce d'irritation ou d'agacement que les gens ont par rapport à... On parle souvent du recul du français, et veut pas, on vit dans un monde d'innovation, et dans l'innovation, ça se fait en anglais. Il y a même des innovateurs canadiens-français, je devrais dire, mais francophones du Québec, qui vont décider de nommer leur entreprise en anglais parce qu'ils pensent que le français, c'est moins bon, ça fait moins vendre dans l'innovation. En France, c'est épidémique, là. C'est gênant en France. Là. Donc, la question est, est-ce qu'il faut... Parce qu'évidemment, la réaction, le métavers, on sait bien, c'est pour les fans, c'est des jeux. Est-ce qu'on n'a pas la mauvaise habitude de ne pas sauter trop rapidement dans les nouveaux environnements? Et est-ce que c'est une occasion qu'on risque de rater si on ne fait pas justement cette espèce d'exercice de réfléchir à ce qui est possible de faire dans ces nouveaux environnements-là? Bien, ça dépend de qui... qu'est-ce que tu entends par « on ». Parce que le « on » peut être très large. Dans l'industrie des écrans qu'on représente au Fonds des médias du Canada, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il y a beaucoup de joueurs différents. Il y a des diffuseurs, il y a des créateurs de jeux vidéo, de réalité mixte, justement. Il y a toutes sortes de monde là-dedans qui s'intéressent de près ou de loin, dépendant évidemment de leur angle d'attaque dans cette industrie-là, qui s'intéresse à toutes ces questions-là. Est-ce qu'il faut s'y intéresser? Bien sûr. Est-ce qu'il faut essayer de voir de quelle manière on peut s'insérer dans ces déploiements-là? On n'a pas les milliards de Facebook, à ce que je sache, au Québec. Donc, en tout cas, il n'y a pas une seule entreprise qui va pouvoir faire poser ce même geste d'investissement-là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir une attitude attentiste et qu'il faut regarder passer le train et sauter dedans quand on va sentir que tout est prêt? Sûrement pas non plus. On est dans une phase d'essai-erreur que je trouve galvanisante. Je trouve qu'en ce moment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup à faire. Et là, je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu parlais de TikTok. Moi, tu vois, je ne vois pas TikTok de la même manière que toi, dans le sens où je pense que grâce à TikTok, grâce à ces contenus courts-là, on a eu accès à toutes sortes de créateurs de contenu, toutes sortes de créateurs de contenu francophones notamment, auxquels on n'aurait jamais eu accès autrement. Je trouve qu'il y a là un terreau excessivement fertile avec un algorithme plutôt efficace pour aller chercher des contenus qui sont universels et qui sont francophones d'abord. Alors moi, je trouve qu'il y a là une porte d'entrée très intéressante. Et justement, j'ai pas vu, il y en a sûrement, là, mais des gens se dire « je vais le faire en anglais sur TikTok parce que je veux une force de frappe ». Il y a tout à fait moyen d'avoir une belle force de frappe en français. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas aussi dans le métavers. Revenons à Netflix aussi, revenons aussi à ces diffuseurs en ligne. La pandémie a été bénéfique là, pour la distribution de contenu francophone. C'est pas comme si on s'est habitué les yeux pour les sous-titres et les oreilles à travers les années avec ces plateformes de diffusion continue à aller chercher du contenu de plus en plus diversifié. Alors,
franchement, il n'y a pas à s'excuser de parler français et c'est loin d'être un défaut, c'est plutôt un avantage s'il y a quelque chose. Ben, c'est sûr que parler plus d'une langue aide à aller chercher un plus grand auditoire qui est multiculturel souvent. C'est un bon point, ça. Puis effectivement, la question de la production du contenu et tout le kit, c'est surtout, puis on en parlait dans un autre contexte, mais la question de la propriété du contenu aussi est intéressante, parce que quand on fait une émission de télé ou quand on fait même une balado, peu importe, ça peut être décliné. T'sais, nous, on le fait ici chez C23 en audio, mais on fait la captation vidéo, puis on le met sur YouTube, puis ensuite, on est multiplateforme, mais on est propriétaire de la marque et on peut la décliner. Puis c'est un peu ça, à la fois, qui est la leçon, c'est que peu importe le prochain environnement, sa forme, où il sera, puis ainsi de suite, si on possède le produit qu'on produit, dans le fond, on peut aller le décliner à loisir là où ça peut être intéressant de le faire. C'est un peu ça qui est un cas de... on en parle là dans le contexte de médias, mais ça vaut la même chose en entreprise ou en jeu vidéo ou peu importe dans quoi on parle. C'est développer de la propriété intellectuelle, c'est une partie de la solution. Là. Ben, c'est le nerf de la guerre, en fait, parce que, si on revient à la question de base, c'est quoi un contenu canadien? Qu'est-ce que c'est? Aromatisé à l'érable. Ça dépend dans quel S'il y a un Tim Horton à côté. Il y a des érables partout. Mais bref, ça revient finalement à dire que c'est une propriété intellectuelle canadienne. Parce que ce qu'on souhaite, c'est pas garder des contenus créés au Canada pour les Canadiens et d'enfermer ça bien confortablement dans nos frontières. Au contraire, ce qu'on veut, c'est que l'identité canadienne, à travers ces propriétés intellectuelles-là, puisse voyager le plus possible. Tant mieux si des séries comme, je sais pas moi, C'est comme ça que je t'aime, voyagent partout à travers le monde, notamment aux États-Unis. Les Américains aiment ça. Tant mieux pour nous, tu sais. Donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, non seulement la langue n'est pas un souci, mais au contraire, quand on revient à notre essence propre, là, quand on revient à ce qu'on est, là, parce que j'aime beaucoup donner cette série-là en exemple, parce que je trouve qu'elle nous représente bien. Pour moi, C'est comme ça que je t'aime, c'est pas une série télé sur une gang dans les années 70 qui fait des mauvais coups. Pour moi, c'est une série sur l'amitié profonde et la manière dont on entretient nos amitiés au Québec. Moi, je trouve que c'est ça l'ADN de cette série-là, puis c'est pour ça qu'elle marche, parce qu'elle a été présentée en primaire à Berlin et tout le monde s'est dit « Oh là là, on tient quelque chose d'assez unique ici. » Ben, c'est ça qu'il faut retenir dans tout ça. Donc oui, tabler sur les propriétés intellectuelles, puis après ça, les décliner, créer des podcasts autour des tueurs des années 70, je ne le sais pas, là, mais quelque chose de rattaché à la thématique, parce qu'au bout du compte, ce qui compte, c'est l'engagement de la communauté. Ouais. C'est ça qu'il faut créer. Et cette communauté-là, elle peut être locale, elle peut être nationale, elle peut être internationale. Donc, c'est vraiment cette espèce de vase communicant entre l'auditoire et les créateurs qu'il faut vraiment essayer de nourrir le plus possible. Ouais. Ben nous, on va continuer à faire une balado sur la techno quand même, parce que le crime, j'ai aucune expertise là-dedans, définitivement. On peut s'y mettre, mais ce ne serait pas très durable, je pense. Ben écoute, j'aurais appris quand même que je ne suis pas un vieux journaliste, je suis un journaliste en évolution. Alors ça, je suis assez content de tirer ça comme leçon de cette entrevue. Mais quand même, c'est super intéressant. Je pense qu'il y a un site web où on peut accéder aux tendances 2022 du FMC. Je pense qu'il y a même un truc qui est en ligne que les gens peuvent accéder. Est-ce que c'est un site web qui est facile à retenir? C'est quoi l'adresse? Oui, absolument. Vision 2032, parce que justement, c'est pas, on voulait pas rester dans 2022. Donc, vision2032.cmf-fmc.ca. Voilà. Donc, ça, c'est l'acronyme du Fonds des médias du Canada en anglais et en français. France-anglais. Donc, ceux qui s'intéressent, il y en a beaucoup plus. On n'en a pas vraiment parlé, mais il y a une question aussi de la fracture numérique qui est plus canadienne que québécoise. Mais il y a beaucoup d'enjeux, effectivement. Puis, moi, je trouve intéressant d'aborder ça sous l'angle du métavers. Ça incarne, justement, cette espèce de cycle d'innovation qui arrête jamais, qui semble s'accélérer. Catherine Mathis, directrice de la veille stratégique pour le Fonds des médias du Canada. Merci d'avoir été avec nous. C'était super intéressant. Merci beaucoup, messieurs. Et à la prochaine. Au plaisir. Bye-bye. Nous, on fait une petite pause, de rien du tout, le temps de jouer notre petite musique de balado et on revient avec nos essais de produits. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et nous sommes de retour pour le troisième et dernier segment d'Une tasse de tech. Je dirais le troisième... c'est pas l'espresso, un cappuccino. Je pense qu'on est dans la catégorie café un peu allongé quand même, parce que c'est pas court et c'est pas bref. La troisième période. Troisième période. Ça, c'est au baseball, là.
Non, c'est au hockey. Désolé. Je pense qu'une période, c'est hockey. C'est pas au football. Le football, c'est il y des en a quarts. juste 2. Il y a 4 quarts en 2 demi. Le basketball a des quarts aussi. Il y a des manches au baseball. Il y a des bouts au curling. Des bouts au curling. Voilà. Alors, bienvenue à une tasse de curling. Une tasse de curling. Ouch! Ça serait une tasse pesante. Ça serait particulier. On essaie de se diversifier. Hein. Le monde, une tasse de. Ouais. C'est nous. C'est vrai qu'on pourrait décliner. Ben, c'est toi, parce que On toi, en parlait déjà... avec Catherine Mathis tantôt. Voilà. On pourrait décliner notre propriété intellectuelle dans d'autres segments. Bientôt, une tasse de tech dans le métavers. On est là-dessus, on y travaille. Ça serait une métatasse. Hey, il faut que je te montre ma tablette. Tu sais que tu connais mon amour du papier électronique. Ben oui, écoute, si t'en as pas une par 3 mois, t'en as pas. J'aime ça pour vrai. Je trouve que le papier électronique comme affichage, c'est extraordinaire. D'ailleurs, j'ai en ce moment mon laptop Lenovo avec l'affichage en papier électronique que j'ai appris à apprivoiser. Écoute, c'est tellement idiot. Une fois qu'il a été mis à jour et installé, pour le démarrer, l'affichage en papier électronique de mon laptop Lenovo, il suffit de tirer le stylet. Ah bon? On le laisse fermer, on tire le stylet, l'écran en papier électronique s'active. Et ça se met en mode prise de notes. Là, tu as une tablette, c'est comme une liseuse, en fait, MobiScribe. C'est les deux. Ça ressemble beaucoup à un Kindle, je te dirais. Et c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça qui est fantastique. C'est que la MobiScribe, c'est, je pense, le meilleur combo que j'ai vu jusqu'à présent entre la liseuse et la tablette pour prendre des notes en papier électronique. Elle a un petit stylet qui est inclus. Elle est abordable. Je vais donner le prix dans quelques secondes. C'est quand même pas si mal. C'est petit. Quand tu dis que ça ressemble à une Kindle, c'est un écran de papier électronique de 6,8 pouces de diagonale. Donc, par rapport à la Remarkable, qui est de 10,3 pouces, c'est la différence entre une feuille de papier. En fait. C'est ça, ça se tient dans une main. Et ce qui est chouette, c'est que c'est une fonction tellement bête. Mais je veux dire, ceci, c'est drôle parce que 6,8 pouces, c'est le même format qu'un écran de Galaxy S22 Ultra, dont je vais parler dans une seconde. Et pourtant, il est plus gros. Donc, on joue un peu sur les proportions plus du côté de Samsung, parce que là, toi, c'est vraiment un format plus standard de liseuse. Oui, puis n'oublie pas qu'il y a une bonne bordure autour de la MobiScribe versus le téléphone qui n'a pas de bordure, puis le téléphone est probable. J'ai hâte de voir. Écoute, la comparaison, c'est assez particulier. Donc, on peut prendre des notes à l'écran. On peut s'en servir comme liseuse. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a une petite boutique d'applications. On a quelques applications là-dessus qui permettent d'accéder à des services de stockage en ligne. Donc, si on a des documents, on les met dans un espace dans son stockage en ligne. Et on peut accéder aux services Kindle, Kobo, Overdrive. Donc, on peut emprunter des livres de sa bibliothèque municipale. Kindle aussi, c'est quand même intéressant. Kindle, c'est aussi super intéressant. Kobo, si on a déjà un Kobo, on veut passer à quelque chose de plus polyvalent. Je trouve que ça répond super bien avec le stylet. Vraiment impressionnant. Il est inclus. Il n'y a pas d'espace pour le ranger. Il n'y a pas de logement pour glisser dans sa liseuse. Donc, il faut utiliser un étui. Un étui qui est assez chouette en plastique. Sauf que j'ai trouvé particulier qu'il faut la coller dans l'étui pour que ça fonctionne. Il y a un petit espace adhésif. J'ai pas encore osé le faire. C'est nono. J'aurais aimé quelque chose de peut-être plus... on ne veut plus vraiment le défaire. Une fois que c'est fait, on est un peu pris avec l'étui qui ajoute quand même, qui est quand même élégant, qui a un petit logement pour mettre des documents, des papiers, des cartes d'affaires là-dedans. Et ça tient le stylet, donc si on le désire. Naturellement. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a un éclairage, ce qu'on n'a pas sur la Remarkable pour prendre des notes. L'éclairage est ajustable, très élégant, très beau, très doux pour les yeux. J'aime beaucoup ça. Et lorsqu'on crée un bloc-notes, évidemment, on peut le déplacer à l'horizontale, à la verticale. Combien tu penses que ça coûte versus la Remarkable, qui est vu autour le format, de 700 je dirais 249 mais j'en ai aucune idée vraiment. Écoute, c'est un peu moins que ça. Et là, c'est très, très drôle. Je suis en train de me battre avec l'écran de mon deuxième écran de mon ordinateur portable. Je cherche le prix. T'as pas assez d'écran, je trouve. Ça te prendrait peut-être un autre appareil. J'ai un deuxième écran et là, on dirait que on travaille avec un document partagé dans Est-ce que j'ai ça, moi? Excel. Tu devrais avoir dans le bas le prix. Ou écoute, je vais tout simplement... J'y arrive pas parce que ça... Je me casse... Exactement. J'ai le même problème. Bizarre, donc, je vais regarder, c'est 300 $ canadiens environ. C'est 250 US. Un combo preneuse, carnet de notes et liseuse. Et c'est ça. Tu as 32 gigs de stockage et tu as la possibilité de faire une expansion avec une carte micro SD. C'est un autre bel avantage. Il n'y a plus ça sur les nouvelles liseuses. C'est pratique quand on l'a. C'est ça. Quand on n'a pas besoin, puis pour des livres électroniques, on s'entend, là, est-ce que j'ai assez de place? J'ai 100 livres.
Tu peux avoir plusieurs milliers de livres facilement sur n'importe quelle liseuse. Avec 1 gig, là, tu peux en mettre des livres. Sauf que là, tu as en partant plus de stockage et la possibilité d'ajouter des documents. Tu peux t'en servir comme navigateur web pour te dépanner. C'est du papier électronique. Le rafraîchissement, évidemment, n'a rien à voir avec un écran LCD standard. Mais j'aime beaucoup, beaucoup la MobiScribe. La seule chose qui est délicate, c'est des stylets qui n'ont pas besoin de piles. Je le mentionne, c'est important. Tu n'as pas besoin. C'est le même stylet, d'ailleurs, que la Remarkable. Il y a un nom là-dessus. Je pense que c'est EMC comme technologie. Ça écrit dessus. Donc, on peut acheter des stylets peu coûteux. C'est qu'elle est un peu plus épaisse. Pour prendre des notes, c'est non seulement un peu plus... ça ressemble plus à un calepin qu'à une feuille complète. Et comme elle est un peu plus épaisse, pensez à une liseuse, pour écrire... On a une petite bosse, puis en plus, l'écran est un peu enfoncé dans la bordure. Donc, pour écrire, c'est pas nécessairement aussi confortable, mais c'est vraiment impressionnant comment ça répond vite. Ça permet vite de remplacer Est-ce qu'un gaucher peut l'utiliser convenablement? Oui. Et là, tu dois poser la question, puis beaucoup de gens demandent la question quand on parle de reconnaissance, de trucs où on permet de prendre des notes à la main, c'est la reconnaissance d'écriture. C'est aussi aléatoire que toutes les solutions de reconnaissance d'écriture. Il n'y a pas de magie, on s'entend, c'est une belle écriture très régulière, ça fonctionne merveilleusement bien. On écrit de plus en plus mal parce qu'on écrit de moins en moins. Et c'est ça. Puis quand c'est avec un stylet sur une surface en verre lisse, c'est pas exactement la même sensation que le papier. C'est pas tout à fait génial. L'écriture est très belle, c'est très joli, c'est une belle écriture, sauf que la conversion va évidemment dépendre énormément de la qualité et la constance de ton écriture. Donc, 300 $, est-ce que ça vaut la peine par rapport à une Remarkable où on dit non, il faut payer vraiment le plus la surprime? Si tu veux écrire, prendre des notes, moi je trouve que la Remarkable, ça fait que ça. C'est un outil optimisé là-dessus, c'est pas donné. Ça ne remplace pas un iPad, il faut vraiment le dire, mais ça permet de prendre des notes de façon, c'est le cas de le dire, là, remarquable. Tandis que la MobiScribe, c'est plus une alternative pour quelqu'un qui se dit je veux lire des livres électroniques. C'est une bien meilleure liseuse que la Remarkable et beaucoup moins chère. Donc, si tu veux prendre des notes de temps en temps, griffonner des trucs comme ça sur une plus petite surface et lire des livres électroniques avec Kobo, avec Kindle, des livres de ta bibliothèque municipale, avec des fichiers que tu aurais dans des stockages en ligne, ou que ça peut être une belle alternative. Je suis très, très, très content. À 300 $, là, si vous considérez une liseuse, c'est beaucoup mieux que la Kobo qui a un stylet qui était plus cher et qui, je trouvais, avait une reconnaissance qui était très lente. Ça laguait beaucoup. Il y avait beaucoup de flottement. La MobiScribe est assez surprenante pour le prix. C'est important. Cool. MobiScribe. Vous prenez des notes sur votre liseuse si vous en avez. Ça se trouve sur Internet facilement. Voilà, MobiScribe. À suivre. De mon côté, Pascal, j'ai finalement, en fait, un peu après la balado de la semaine dernière, mis la main sur un Galaxy S22 de Samsung parce que c'était la grosse nouveauté de la semaine dernière. Malheureusement, mon livreur est un peu... un tracé d'itinéraire qui fait qu'il arrive toujours chez moi en dernier, donc plus tard. Donc, je l'ai eu plus tard et je l'ai essayé toute la semaine, ce qui fait que j'ai au moins eu le temps de l'essayer comme il faut. J'ai eu un Galaxy S22 de base. On parle comme une voiture quasiment. Pas d'option très complexe, parce qu'on le sait, il y a 3 modèles. Là. Il y a le S22, S22 Plus et le S22 Ultra, qui est vraiment plus un Galaxy Note qu'on a intégré à la gamme S tout court, dans le fond, je devrais dire comme ça. Écran de 6,1 pouces. On le disait tantôt, le S22 Ultra, lui, a un écran de 6,8 pouces. Et c'est pas du tout le même format que la liseuse que tu nous as présenté. C'est quand même... À propos de en tout cas, du S22 de base à 6,1 pouces, c'est un bon format. C'est drôle parce qu'à une autre époque, ça nous faisait peur, ces formats d'écran-là. Mais on a chez Samsung et chez d'autres fabricants aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rétréci beaucoup l'écran et on l'étire vers le haut pour donner un format qui se tient bien en main, mais qui a une diagonale plus longue et un ratio d'écran plus long aussi. Je ne sais pas si on est le ratio exact, c'est 21:9, mais c'est vraiment un format étiré, là, disons, plus que panoramique. Et surtout, l'affichage est un affichage, une technologie qu'on appelle le Dynamic AMOLED 2X chez Samsung. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est AMOLED et c'est vraiment l'élément clé parce que ça a toujours été la spécificité chez Samsung d'avoir des affichages très lumineux, très contrastés, et là, ça ne fait pas exception. Et en plus, il est en plus d'être lumineux, il est, si on veut, pas très lumineux dans le sens où les contrastes et les tons sombres sont pas gris à cause d'un espèce d'éclairage bizarre. Ben oui, parce que les AMOLED, quand le pixel est éteint, il est noir. Exact. Il n'est pas gris parce que de la lumière derrière. On en a parlé la semaine dernière. Il y a aussi, caméra plus ou moins revue par rapport au S21, là, qui a toujours l'espèce de Space Zoom, qui je pense c'est 30X dans le cas du S21. Nouveau processeur Snapdragon 8 génération 1, qui est
un nouveau départ peut-être pour Qualcomm, même si c'est pas tout à fait comme ça, mais en tout cas, au niveau du nom, c'en est un. Bonne autonomie, 54 heures. Précommande, bon, ça commence là. Dans le cas du S21, oh, lapsus, dans le cas du S22, 1099 $ sans forfait. Ça s'amortit, évidemment. Ça coûte des sous par mois quand même, donc c'est pas nécessairement un appareil qui est donné. Et comme, vu son prix, on s'imagine qu'il apporte beaucoup de nouveautés. Évidemment, par rapport au S21, pas tant que ça, mais c'est un peu normal parce que les cycles de remplacement des téléphones, on n'achète pas personne un téléphone à tous les ans, donc il ne faut pas s'énerver. Par rapport aux générations d'il y a 3-4 ans de Galaxy S, c'est quand même une belle mise à jour. Je vais dire ceci, et c'est surtout la grosse affaire, moi, qui m'a impressionné, c'est que Samsung a revu son interface tactile qui s'appelait, son interface graphique, je devrais dire, qui s'appelait avant, j'ai juste TouchWiz, mais je suis pas sûr que c'est ça, mais bref, ça s'appelle maintenant One UI, One comme un, comme unifié. Et cette interface-là est pas mal moins lourde, et je vais dire moins laide aussi qu'elle l'était avant. C'est un jugement très subjectif. Je suis un peu d'accord avec toi que les affichages de Samsung étaient un peu moins... Mais tu sais, la forme des icônes, la pictographie... Qui était pas, ça faisait jouet, ça faisait pas très chic. Là, on a vraiment revu tout ça, et avec Android 12, c'est vraiment excellent. Non seulement l'iconographie est jolie, mais en plus, les éléments sont bien regroupés, les menus sont intelligents, l'accès rapide à des fonctions dont on a vraiment besoin est raccourci, disons-le comme ça. Ça, c'est des notions d'ergonomie qu'on oublie souvent quand on parle d'interface. Mais là, Samsung, clairement, a fait ses devoirs et c'est un gros plus. Évidemment, l'autonomie, quand on parle du S22, on dit sur papier 54 heures. Ça veut dire que c'est vraiment plus qu'une journée. C'est 2 journées où on n'a pas à se casser la tête. De façon générale. 54 heures, on s'entend, c'est écran fermé, j'écoute la musique, c'est tout. Là, mais on peut avoir confiance qu'on va se rendre à la fin de la journée sans problème. Sur le modèle de base, qui n'était pas toujours le cas dans le cas des Galaxy S, souvent, il fallait aller pour la grosse batterie du S Plus ou peu importe, ou même du Note à une certaine époque aussi. Ça veut dire jusqu'à l'année dernière, finalement. Dans ce cas-ci, pas de souci de ce côté-là. Et je l'ai dit tantôt, l'affichage, vraiment belle impression, premier contact, vraiment le fun. L'appareil, physiquement, en main, a beaucoup de similitudes avec l'iPhone. On n'a pas le choix de le dire. Il y a aussi beaucoup c'est un peu l'iPhone du monde Android. Là. Samsung se définit comme le gros vendeur d'appareils Android. Il y a beaucoup de... Et ça va être intéressant de suivre cette évolution-là. Il y a beaucoup de maillage entre les applications et les services Google et l'environnement Samsung. On le sait qu'il y a déjà un partenariat assez serré au niveau des montres avec Wear OS et Tizen du côté de Samsung. Et on sent que cette relation-là est de plus en plus intime du côté du mobile aussi. Donc, ça va être le fun de voir comment ça va évoluer. Il pourrait y avoir des petites choses exclusives chez Samsung qu'il n'y aurait pas chez d'autres fabricants liées à des produits Google. Ça va être intéressant de voir si ça va se multiplier ou si ça va juste être comme tentatif. Là. Mais ça peut être le fun parce qu'on le sait, chez Google, le Pixel 6 est un appareil qui fait très bien, qui a des éléments d'interface qui sont absents d'autres appareils parce que c'est à l'interne chez Google que c'est développé. Et d'ailleurs, ça me mène à un des premiers défauts du S22, c'est qu'il est beaucoup plus cher qu'un Pixel 6 et même qu'un Pixel 6 Pro, pour une offre qui n'est pas à ce point-là supérieure. Évidemment, Samsung a un problème avec ses processeurs. Ils développent leur propre puce à l'interne, la gamme Exynos, qu'ils ne vendent pas chez nous. Alors, ils se rabattent sur un produit Qualcomm. Et même si c'est pas un défaut dans le sens où l'appareil n'est pas lent, mais il me semble qu'on gagnerait à uniformiser ça, harmoniser ça et développer quelque chose comme le fait Apple, comme commence à le faire Microsoft comme le fait Google finalement. Voilà. Bref, on sent qu'il y a une tendance là, et que Samsung est peut-être en train de se compliquer la vie pour rien en ne l'adoptant pas à fond de train. Là. Le Pixel 6 Pro, puisque j'en parlais, un appareil photo qui est spectaculaire grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Chez Samsung, on appelle ça le Space Zoom, pour ne pas dire que c'est un zoom optique qui fait du 30x, alors qu'on a un 5x d'optique. J'ai utilisé optique, je vais peut-être tromper. Je vais recommencer. Space Zoom numérique 30x, qui combine aussi qui intègre en fait un zoom optique 5x. Et je le dis, puis je suis mêlé, puis c'est un peu ça que je veux en venir, c'est que le Space Zoom, contrairement à ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il brouille quand même un peu l'image. On n'a pas ce raffinement, cette finesse dans l'image qu'on aurait avec évidemment un zoom optique, on s'entend. On zoome dans des pixels. Là, puis on n'a pas, voilà. Puis on n'a pas non plus la retouche intelligente que le Pixel 6 Pro offre, parce qu'il y a aussi de la retouche numérique de ce côté-là. Et Google a vraiment mis le doigt sur quelque chose là. Ce qui fait qu'on ne sent pas tant que ça la présence du fameux processeur neural, le NPU, que Samsung vient d'ajouter à son S22. Donc ça, c'est un petit peu décevant. Et c'est peut-être un signe des temps, c'est peut-être juste moi, mais le format m'apparaît un peu étroit. Tu sais, je le disais tantôt, l'écran 6,1 pouces, wow, c'est gros, mais comme il est plus long et qu'il est un peu plus étroit,
il y a des choses qui s'affichent pas super bien. Tu sais, des fois, le mode paysage n'est pas assez haut, ou le mode portrait est pas assez large. En tout cas, c'est un ratio, là. À un moment donné, il va falloir s'entendre sur une largeur minimale parce que jouer sur les chiffres pour juste dire qu'il est gros, Oui. on perd, il y a du compromis, puis on perd vraiment de la qualité d'utilisation, d'expérience. Et ça, c'est un peu fâchant. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, vu le prix de l'appareil, c'est un bel appareil, il n'y a aucun doute, mais il aurait pu être meilleur. Oui. Donc, Il c'est ça aurait pu- ma conclusion là-dessus. Il aurait pu avoir j'espérais qu'à l'essai, tu découvres une fonction qui fait « Ouh, OK, Ouais. wow, je sens la différence. » Quelque chose me plaît. Puis je pense que quand on change de téléphone, maintenant, ça devient de plus en plus une commodité. On n'a plus, comme avant, des nouvelles fonctions révolutionnaires à chaque nouvelle version. Là, ça se commodifie, donc on veut quand même avoir cette petite sensation-là. Ouais, non, qu'on le a petit papillon n'est pas là. Puis, mais évidemment, la recharge rapide sans fil, ça fait très bien. Mais tu sais, c'est des détails qui sont mais plus c'est dans ça, la mais c'est de technicalité. l'optimisation de Ouais, exact. choses qu'on est déjà satisfait. Là. Je pense qu'on a atteint un bon niveau. Dans l'univers Android, le Pixel 6 Pro est encore dur à battre, honnêtement. C'est Ouais, vraiment c'est le, le c'est prix, vraiment le coup de surtout pour circuit de le prix. l'automne parce que justement, il est tout à fait abordable. Tout à fait. Puis il va être maintenu par Google longtemps. Exact. Hey! Alors voilà, c'est tout pour nous, Pascal. C'est quand même assez chargé. On a parlé d'à peu près tout ce qui mérite d'être discuté dans une balado techno. Ce dont on n'a pas parlé, ça ne mérite pas qu'on en Si on n'en parle. parle pas, c'est pas intéressant. C'est dans Je pense notre qu'on peut version le dire. métavers qu'on parle de ça. Exact. Parlant de quoi, on va... on va aller dans un environnement non virtuel discuter de ce qu'on va faire De la semaine celle-ci, prochaine. on remercie nos partenaires Microsoft, TELUS et Jura pour de l'excellent café. Jura. GoDaddy.ca, C23 qui diffuse notre podcast. On C'est remercie très vrai. Claude Hébert à la mise en réalisation. onde. On lui fait bonjour derrière la vitre de la Ouais. régie. Et on vous revient la semaine prochaine avec une autre tasse de tech. Salut tout le monde. Salut Pascal. Amuse-toi bien, Alain. Bye bye.